Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes, deuxième vidéo dédiée à Kubernetes, n'hésitez pas à aller voir la précédente pour aller voir le préambule dédié à Kubernetes. Aujourd'hui on est toujours dans cette phase un petit peu préambule où on va parler d'historique alors de Kubernetes lui-même et puis également en quoi Kubernetes apporte sa pierre à l'édifice finalement à cette histoire de l'industrie du software. Donc on va découvrir tout ça aujourd'hui et petit teasing, dans la prochaine vidéo on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie concept et définition. Je sais que vous êtes très friands de ça assez souvent, donc ce sera à partir de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de la moitié à pas être abonné à la chaîne quand vous regardez des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi? Parce que tout simplement ça permet aussi de soutenir la chaîne et ça vous évite de manquer les prochaines vidéos. Et puis mettez des likes, commentez, faites un petit coucou en commentaire, c'est toujours assez sympa pour moi de voir le soutien que vous pouvez m'apporter. Vous vous rendez pas compte mais à quel point ça peut aider, que ce soit dans ces vidéos là ou d'autres vidéos. Alors donc on est parti pour la petite histoire autour de Kubernetes. Première chose autour de Kubernetes, donc d'où est-ce que ça vient vraiment pour le côté strictement historique. Je vais essayer de vous mettre dans la description de la vidéo une vidéo d'une des personnes qui a contribué au projet Borg de chez Google, qui est le projet un petit peu phare, emblématique de Google et qui est à l'origine finalement de Kubernetes. Ça date autour des années 2004 et ça répond à la problématique qu'on retrouve largement dans Kubernetes, c'est comment je fais quand j'ai un parc de serveurs avec un ou plusieurs data centers pour distribuer des applicatifs sur ces ensembles de serveurs, faire en sorte qu'ils démarrent, que je puisse scaler des instances pour un même service, que je puisse orchestrer les choses, vérifier l'état des services et s'assurer qu'il y ait un minimum d'auto-guérison. Donc ça c'est ce qu'a apporté Borg, qui est finalement un système d'exploitation de chez Google et qui est basé sur de l'orchestration finalement. Et vous voyez que ça date de 2004, hein, donc ça fait plus de 20 ans maintenant que ça existe. Alors je crois que que Borg a évolué, que c'est toujours ces outils-là qui sont utilisés encore chez Google, et que ce n'est pas Kubernetes nativement qui est utilisé. Mais derrière, donc en 2014, juin 2014, donc ça fait, on a fêté les 10 ans cette année, la première version de Kubernetes est sortie de chez Google, qui a choisi de open sourcer Kubernetes, ou K8s, donc pour le 8, hein, c'est le nombre de caractères, K8s ou Kate, comme le disent certains, et il a été transmis, donc comme tout projet open source, généralement, c'est transmis à une communauté qui a vocation un petit peu à le garder sous le coude et précieusement surtout à la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation, et derrière donc la CNCF le fait prospérer avec tout l'écosystème qui va avec, puisque cet écosystème est assez dense. On va en avoir un bref aperçu, mais chaque jour des applicatifs sortent pour compléter Kubernetes, le faire évoluer, lui apporter de nouvelles fonctionnalités. Également à noter, hein, quand même, toujours dans cette même période un petit peu de préambule ou de juste avant de Kubernetes, de l'open sourcé, d'avoir open sourcé Kubernetes, Google a aussi développé les C-Groups. Donc souvenez-vous, on a vu lors de la vidéo précédente la conteneurisation, et cette conteneurisation repose sur les C-Groups pour la gestion des ressources, l'attribution des ressources, et les namespaces de l'autre côté, et bien les C-Groups, c'est Google également qui a contribué. Donc toute cette brique qu'on manipule à travers Kubernetes, à travers les containers, une grosse partie émane de chez Google, hein, finalement, et émane de ce fameux Borg, donc cet outil de chez Google. Alors c'est une opportunité historique, hein, finalement, en termes d'histoire de l'industrie du software. Kubernetes, on en a déjà un petit peu parlé, on va en reparler aujourd'hui. Pourquoi, pour qui, pourquoi, d'où est-ce que ça vient ces idées-là. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est ce que ça a permis de faire en termes d'évolution. Alors, à bien, à mal, ça je laisse chacun en juger, mais toujours est-il que le résultat est un petit peu ici. À l'heure actuelle, Kubernetes fait partie des services les plus utilisés dans le cloud quand on parle de service managé.
Parmi les services le plus utilisé certainement c'est l'instance elle-même, puisque Kubernetes repose aussi sur l'utilisation des instances dans la plupart des cloud providers, mais le service managé Kubernetes est présent dans la plupart des cloud providers, que ce soit derrière sur du GKE, EKS, AKS, sur du OVH Kubernetes Managé, sur du Scaleway, je crois que c'est Capsule, bref, il y en a à toutes les sauces, à tous les goûts. Donc ça, c'est plutôt très intéressant parce que ça permet d'apporter derrière une brique qu'on peut qualifier finalement d'agnostique. Alors il y a plusieurs définitions de agnostique. Je laisserai, si vous êtes curieux de ça, aller taper ça dans Google, par exemple, ou dans un moteur de recherche quelconque. Vous verrez que le terme agnostique, finalement, ça ressort pas forcément évidemment de ce que l'on en induit en informatique, en tout cas. Là, on va parler d'agnostique au sens où cette brique-là, peu importe finalement qu'on la pose sur un cloud manager ou en data center ou sur un autre cloud manager encore, eh bien on a une brique qui va être un petit peu toujours la même et ça nous permet de faire, de poser nos outils, nos applicatifs, que ce soit en data center, que ce soit sur un cloud X ou un cloud Y, toujours à peu près de la même manière, en tout cas avec une brique commune qui est assez importante, et ça c'est extrêmement intéressant derrière, et c'est ce qu'on peut couvrir sous le terme agnostique. Donc il y a une base commune, et au-delà de cette base commune strictement technique, on va dire, c'est aussi une base commune d'un point de vue compétences, ressources humaines, puisque derrière, quelqu'un qui va savoir faire du Kubernetes, on va pouvoir le réutiliser plus facilement. Si on fait du kube manager sur EKS, AKS ou autre, eh bien il va pouvoir plus rapidement retrouver ces briques pour pouvoir déployer de l'applicatif assez rapidement. Donc ça c'est c'est très très intéressant. Et puis, Kubernetes aussi, c'est un écosystème extrêmement riche, extrêmement large. Beaucoup de choses se sont créées autour de Kubernetes. On parlera notamment de l'API serveur, mais le fait de fonctionner par API REST notamment, c'est ce qui va permettre très facilement de plugger ou de développer surtout des outils à partir de librairies communes, d'outils qui vont permettre d'étendre les possibilités plus ou moins de manière importante de Kubernetes. Alors l'écosystème, je vous le disais, l'écosystème est très très large de Kubernetes. Là, c'est un bref aperçu de la CNCF et des outils qui sont plus ou moins liés à Kubernetes. Vous voyez qu'il y en a énormément, avec des groupes un peu de composition, de database, de streaming, de messages, d'observabilité, de réseau, de proxy, service mesh, etc., etc. Donc il y a un écosystème énorme et chaque jour se créent de nouveaux applicatifs. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des acteurs historiques qui existaient déjà avant Kubernetes, qui ont rejoint, on va dire, cet écosystème-là, et qui le font avancer en apportant en plus leurs compétences historiques. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il y a d'autres outils à côté qui, eux, par contre, sont beaucoup plus récents et se sont créés strictement suite à l'utilisation de Kubernetes. Donc tout ça crée une sorte de diversité, et c'est assez intéressant de faire le parallèle, c'est que la biodiversité, c'est exactement le même principe. Plus on a de diversité dans un écosystème, plus celui-ci est riche et permet d'apporter généralement beaucoup de choses, beaucoup de solutions très très intéressantes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Alors c'est une opportunité Kubernetes dans le sens aussi où, comme je vous disais, c'est le côté agnostique, et le côté agnostique ne s'arrête pas juste à dire j'ai une brique et je vais pouvoir poser des choses dessus. Le côté agnostique aussi, c'est derrière, on va pouvoir bénéficier d'un support d'infrastructure qui peut être très varié, très hétéroclite, et dans lequel on va pouvoir piocher pour différents cas d'usage très étalés, très riches et très larges. Premier cas d'usage, on va se dire, on va peut-être se tourner vers des services managés, par exemple type EKS, AKS, GKE, OVH à sa solution, Scaleway à sa solution, etc. Eh bien, on va peut-être se tourner vers ces services managés, parce que derrière, on est une compagnie, on ne veut pas dédier de la ressource et monter en compétence sur la partie administration de Kubernetes, mais on veut peut-être monter plus strictement sur la partie déploiement. Eh bien, on va utiliser ces services managés-là, et puis ça va nous permettre de prendre en compte les paramètres des différents clouds et faire un move to cloud finalement potentiellement. Donc ça peut être intéressant.
L'inverse est vrai, hein. Si on prend un recul maximum, sorti en 2014 de Kubernetes, c'est à peu près aussi la sortie, ou en tout cas l'émergence du cloud de chez Google. Donc je dirais que si les choses n'ont pas été faites exprès pour ça, et en tout cas les planètes se sont relativement bien alignées entre le moment où Kubernetes a été open sourcé et la volonté des cloud providers, et notamment Google, de vouloir étendre et drainer un maximum de compagnies dans les cloud providers. Et la tête de gondole pour ce genre d'opération, c'est vraiment Kubernetes, je trouve, en tout cas, puisque celui-ci va permettre pour les compagnies qui sont un petit peu plus frileuses pour manager chez eux du Kubernetes, de se dire, ok, c'est pas grave, je vais payer un petit peu plus cher, mais je vais prendre un kube managé chez un cloud provider, peu importe lequel, et puis finalement, de fil en aiguille, on va se retrouver aussi à utiliser d'autres services de ce cloud provider-là, et à ramener du monde au fur et à mesure dans ce cloud provider. L'inverse est vrai, hein, attention, on en parle aussi du côté agnostique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi se dire, moi je ne vais pas utiliser que ce cloud provider-là, je vais en utiliser d'autres, donc je vais augmenter ma résilience finalement, ça va me permettre de bénéficier d'autres services, ça va me permettre de bénéficier d'outils installés de manière différente à d'autres endroits, donc d'augmenter ma résilience, et puis également éventuellement data center, et bénéficier de tout ça, et de se dire par exemple, quand je veux faire de la base de données de manière très intensive, je sais que ça coûte très cher dans le cloud, et que la performance coûte cher dans le cloud pour ce type d'opération-là, mais par contre il coûte moins cher et la performance est plus intéressante en data center, par exemple, pour ces cas de figure-là. Bon, voilà, ça va permettre de panacher et toujours retrouver cette pierre angulaire un petit peu au centre de tout ça, qui est Kubernetes, qui va permettre de le faire. Donc il y a le mode service manager, on a le mode aussi système d'exploitation dédié à Kubernetes. Oui, c'est un petit peu une nouveauté, c'est que finalement Kubernetes en dessous, c'est ces groupes namespace, création de containers, orchestration de containers, et un OS qui a besoin de pouvoir avoir du Kubernetes. Donc une fois qu'on a ça, on peut, j'aurais tendance à dire virer, mais en tout cas enlever tout ce qui ne sert pas à côté de tout ça, et ça va apporter d'une part des gains de performance, ça va apporter également des gains d'un point de vue sécurité, puisqu'on va réduire potentiellement les surfaces d'attaque qui vont avec. On peut parler de Rancher OS, de Talos, qui sont des outils vraiment dédiés à ça. Talos, par exemple, on va passer par des API directement. Le but, c'est on ne se connecte pas en SSH, on ne peut pas se connecter en SSH au serveur, et on va administrer ça directement par de l'API. Autre cas de figure, troisième cas de figure, on va dire, d'utilisation de Kubernetes, ça peut être cette fois-ci à travers KubeADM ou KubeSpray, ou en tout cas un installeur, quelque chose qui va nous permettre de déployer un cluster Kubernetes de manière plus ou moins poussée ou de manière différente, et généralement sur ses propres data centers par exemple, mais pas que, on pourrait très bien utiliser de l'instance cloud, même si ça n'a pas d'intérêt vraiment de le faire. Et donc KubeADM, lui par exemple, ça va être un outil qui va nous permettre de facilement manager, et nous on va s'en servir, un cluster Kubernetes, c'est-à-dire l'installer, s'assurer derrière de pouvoir rajouter des machines, supprimer des machines, faire des upgrades également, donc tout ça. Et KubeSpray, lui, c'est Ansible, donc une installation Ansible de Kubernetes, qui va permettre aussi de gérer plein d'autres choses attachées à Kubernetes que ne fait pas KubeADM par exemple. C'est-à-dire, si par exemple, on va installer un cluster Kubernetes sur du OpenStack, KubeSpray va nous permettre de directement le plugger, le connecter, tel un driver à Cinder, et pour pouvoir derrière manager par exemple des volumes dynamiques, ou encore installer directement des ingress controllers, une sorte de reverse proxy, on en reparlera, dédié à Kubernetes. Quatrième cas de figure assez intéressant également, c'est le Kubernetes mais version allégée, à la fois pour des outils à faible ressources, on va parler un peu d'IoT ou ce genre de choses, qu'on peut retrouver avec du K3s, donc là vraiment un Kubernetes très épuré, qui va permettre de fournir des solutions. Et puis également dans ce registre-là de Kubernetes assez léger et rapide à mettre en œuvre, on a des minikubes micro K8s, K0s, qui peuvent être aussi très intéressants pour des développeurs. C'est-à-dire que je sais que, in fine, en production, je vais déployer sur un cluster Kubernetes managé ou pas managé. Et moi, mes équipes de développement, je veux qu'ils puissent déjà pré-tester des choses dans un environnement qui sera un peu similaire, en tout cas sur du Kubernetes. Et bien je vais pouvoir utiliser ces solutions-là pour avoir quelque chose d'assez allégé et facile à mettre en œuvre.
Alors Kubernetes, on en a déjà parlé lors de la vidéo précédente, mais c'est une solution à la fois qui a changé d'un point de vue historique dans l'industrie du software et qui est en train de changer, hein, ce n'est pas fini, d'améliorer les déploiements, ça c'est première chose, avec notamment l'émergence plutôt des méthodes GitOps et principalement du mode pool, alors qui existait déjà avant, hein, des outils type Puppet qui avaient des agents ou SoulStack ou autres, faisaient du GitOps déjà en mode pool avant Kubernetes, mais là ça se déploie de manière encore plus intéressante, dynamique et complètement dans le cluster Kubernetes. Donc tout ça est très très intéressant puisque le GitOps va aussi pouvoir être installé lui-même au sein du cluster directement. Et ça va être quelque chose qui va complètement changer la physionomie du déploiement. Et maintenant, les déploiements sont devenus vraiment une brique extrêmement importante au niveau de toutes les entreprises. On va pouvoir y greffer des checks ou des éléments de sécurité de manière très complexe et complet. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Deuxième chose, c'est l'implémentation de la haute disponibilité à la fois au niveau de l'infrastructure et au niveau des applicatifs, tout en rejoignant les deux. C'est-à-dire que c'est Kubernetes qui, par lui-même, va permettre de faire de la haute dispo d'infrastructure. Donc, c'est-à-dire que si je perds un serveur ou si je rajoute un serveur, le cluster Kubernetes va pouvoir le découvrir de lui-même et agir en conséquence directement sans intervention humaine. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, côté applicatif, avoir la même chose. C'est-à-dire que si je perds un ou des applicatifs ou que j'ai besoin de plus d'applicatifs pour supporter une charge, c'est le cluster Kubernetes qui va le manager lui-même et qui va, grâce à un système de scheduling, pouvoir gérer ces choses-là et interagir directement. De la même manière, bien sûr, on intègre de l'auto-guérison de cette manière-là. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Les applications aussi vont pouvoir être du coup distribuées et scalées directement, donc ce soit des briques d'infrastructure, mais surtout des briques applicatives. Ce qui est, ce qui existait déjà avant, hein, on pouvait faire avec, je sais pas, du Ansible, du Puppet ou autre, du scaling, mais en mode délicat à inventer, on va dire, à développer soi-même sa solution, et derrière à manager soi-même finalement cette solution-là. Il faut la développer, il faut la manager dans le temps soi-même, et elle n'est pas finalement intégrée à un ensemble, un écosystème dans son ensemble. Kubernetes, c'est vraiment un écosystème global, et tous les outils, la liste des outils qu'on a vu tout à l'heure, potentiellement, il y a plein de petites briques qui vont pouvoir venir se rajouter, par exemple, sur des briques de scaling. On pourrait parler de Keda, par exemple, qui est un outil qui permet de prendre en compte des métriques extrêmement custom et faire jouer directement sur des nombres d'instances, des réplicas, etc. Directement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est fondu complètement dans Kubernetes, tout ça, et on va pouvoir étendre les capacités du cluster au fur et à mesure. Améliorer aussi d'autres fonctionnalités, je dirais, parallèles mais transverses à de l'infrastructure, par exemple de l'observabilité, c'est-à-dire les traces, les logs, les métriques, bien ça on va pouvoir le faire de manière beaucoup plus dynamique, au lieu d'attendre qu'un agent passe ou qu'un Ansible passe sur un serveur pour mettre à jour des configurations. On va pouvoir directement utiliser l'outil central. Donc ça, on va en parler dans les concepts, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important à avoir en tête quand on parle d'architecture. C'est l'API serveur, c'est fournir par API de manière dynamique, ce que font également les cloud providers, hein, ils fournissent par API l'état de votre infrastructure. Là, Kubernetes le fournit également nativement, et c'est même une pierre angulaire extrêmement importante qui va permettre, grâce à des outils, on va dire CNCF ready, de pouvoir se plugger directement sur cette API pour prendre les informations qu'il faut pour pouvoir adapter leur configuration et aller, par exemple, monitorer des outils qu'on vient tout juste de déployer, mais très rapidement adapter la configuration. Alors, Kubernetes, ce qui permet de faire, hein, grosso modo, ça va être aussi donc de faire tourner une à plusieurs instances d'un même service de manière très facile, avec un load balancer, on va dire, complètement fondu dans cet écosystème-là, qui va permettre de router le trafic au niveau de chacune des instances. Ça paraît rien, et ça existait déjà avant, hein, ce principe de load balancing, avec des instances, un service, plusieurs instances derrière, mais là c'est complètement fondu dans l'outil Kubernetes, et c'est natif dedans.
Et là, du coup, ça change pas mal de choses. Ça simplifie le travail, la maintenance qui est avec, hein, puisque avant, il fallait réfléchir à comment je configure les choses, etc. Là, c'est une solution qui est clé en main, hein, donc c'est extrêmement pratique. De la même manière, ces instances, on va pouvoir derrière les faire varier, soit manuellement, soit automatiquement, augmenter ou réduire ce nombre d'instances. Et ça a l'air de rien, pas grand chose, mais en fait, on va le faire, et on va le faire de manière déclarative. On va en parler lors de la prochaine vidéo, au tout début, quand on va parler concept, eh bien, on a ce switch de impératif versus déclaratif. Là, tout ce dont on est en train de parler, ce routing dynamique, etc., eh bien, on va le prendre en compte de manière déclarative. Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que derrière, on a un outil qui va manager pour nous, et nous, on ne veut pas savoir comment ça se passe. Alors, on veut le savoir quand même, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais on ne veut pas avoir à mettre les mains dedans. On veut utiliser cette solution vraiment clé en main. C'est un service qu'on nous fournit, donc on va l'utiliser. On s'assure aussi de vérifier que les instances, quand une instance est prise en compte dans ce système de load balancing où on a du trafic qui est routé, eh bien que cette application est capable de prendre en entrée du trafic ou pas. Sinon cette instance, on va attendre un petit peu et on va attendre qu'elle soit en mesure de prendre ce trafic-là. Alors ça nécessite aussi une chose très importante d'un point de vue évolution des pratiques, c'est qu'il va falloir travailler vraiment main dans la main avec les développeurs, aussi quand on fait du Kubernetes, hein, ça n'y échappe pas, même au contraire, hein, donc Kubernetes est capable de grandes choses, mais dès lors qu'on lui fournit les bonnes informations. L'état de santé par exemple des instances, c'est une information qui est extrêmement importante à avoir et à fournir à Kubernetes. De la même manière que des requests ou des limites, des ressources d'affecter pour un applicatif, c'est une information extrêmement importante à Kubernetes pour pouvoir savoir où est-ce qu'il va pouvoir scheduler, donc programmer, orchestrer ses services à droite à gauche sur les serveurs du cluster en question. Et puis également, Kubernetes au niveau des déploiements, donc vous voyez tout ça, hein, c'est vraiment une brique de déploiement qui a des fonctionnalités complètement intégrées, qui existaient déjà généralement un peu plus ou moins auparavant, mais qui étaient faites maison, difficiles à faire dans leur ensemble et fondues dans l'outil. Là, c'est complètement packagé et fourni avec. On a aussi les stratégies d'upgrade, donc on va pouvoir choisir comment Kubernetes va réaliser des upgrades d'applicatifs, par exemple. Est-ce que c'est une application une instance supplémentaire qu'on va rajouter à ce service de load balancing, ou est-ce que finalement on va réduire petit à petit et on va tester les choses, etc. Alors, Kubernetes, c'est aussi d'autres choses. Par exemple, Kubernetes, c'est la capacité, donc tout à l'heure, on pourrait penser à, par exemple, de faire de l'hyperconvergence, hein, finalement, à travers Kubernetes, c'est-à-dire, on va rajouter des serveurs, on ne se pose pas la question trop des serveurs qu'on rajoute, de leur type, finalement, ces serveurs, on va les mettre dans le cluster, et puis finalement, derrière, c'est Kubernetes qui va distribuer les applicatifs en fonction des ressources qui y sont. Mais parfois, on a besoin d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on veut bénéficier d'une topologie et de caractériser fortement les serveurs pour pouvoir dire sur ce serveur-là, je veux me mettre tel type de workload, ou sur ce serveur-là, je veux mettre tel type de workload. Ça devient de plus en plus intéressant de nos jours, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle, par exemple, où on a besoin, par exemple, de GPU. Eh bien, on va pouvoir caractériser tel type de GPU sont à tel endroit, et donc le cluster Kubernetes, quand on va lui lancer des workloads, on va lui spécifier à travers une caractéristique spécifique du déploiement, et dire, vaut mieux ça que tu le mettes à faire tourner sur du GPU, par exemple, etc. Ou de l'ARM, et XCPU ou du disque, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'on peut faire abstraction de cette topologie comme on peut aller loin dans la topologie. Donc vraiment extrêmement pratique. On peut faire du déploiement en mode blue-green ou canary, mais avec zéro downtime, lié notamment à ce qu'on vient juste de dire juste avant. On va pouvoir aussi orchestrer des workloads de profils différents, à la fois des démons, on va dire, donc c'est-à-dire des processus qui tournent en permanence, mais aussi on va pouvoir faire du batch processing. C'est valable par exemple dans les infrastructures de data, de processing de data, où par exemple la nuit on va vouloir faire tourner un batch particulier pour faire des calculs spécifiques. Eh bien, Kubernetes va nous fournir des outils qui nous permettent de faire ça. Par exemple les cron jobs, c'est un moyen de répondre à ce cas d'usage où on va faire du scheduling, ou encore par exemple pour faire des backups de bases de données, ce genre de choses. Kubernetes aussi fournit de la solution par rapport à ça. Et puis ce qui est intéressant avec Kubernetes, c'est aussi l'évolution. Alors moi qui
ou qui connaît un petit peu mieux ce domaine-là, c'est l'évolution du monde, on va dire, des databases et des moteurs de base de données vis-à-vis de Kubernetes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire du Docker il y a une petite dizaine d'années, il était à peu près hors de question de faire de la database avec des containers Docker. Et même des gens reconnus du domaine disaient bon, ça apporte pas grand chose de plus, c'est une surcouche supplémentaire et ça vaut pas le coup d'y aller. Maintenant, c'est alors si ce n'est complètement l'opposé, en tout cas c'est quelque chose qui n'existe plus, ce genre de raisonnement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au contraire, Kubernetes est venu grâce notamment aux opérateurs, donc c'est des petits processus dédiés à des applicatifs en question développés par des communautés ou des sociétés qui fournissent ces éléments-là, et qui vont permettre de simplifier le management des moteurs de base de données, par exemple quand on fait des upgrades, quand on fait des backups, quand on fait du multi-tiering, ce genre de choses, eh bien, à travers Kubernetes et les opérateurs développés par ces sociétés ou ces communautés, eh bien, les databases vont être plus faciles à manager dans Kubernetes qu'en dehors de Kubernetes. Et même, disons que la connaissance ou la nécessité de connaissance d'une database, même si je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut connaître vraiment comment ça tourne derrière, eh bien, des gens qui ont une moins bonne connaissance, par exemple, d'un management de cluster de base de données Postgre, par exemple, comment je gère un failover automatique, pas automatique, etc. Ça, on l'a déjà vu dans pas mal de vidéos. Et bien derrière, quand on l'utilise à travers Kubernetes, c'est l'opérateur qui va faire ce travail-là, et finalement, mon niveau de connaissance va être moindre, ou en tout cas je vais avoir une nécessité d'avoir un moindre niveau de connaissance par rapport à ça. C'est un petit peu dommage. C'est pas toujours le cas, parce qu'en fait quand on a besoin de débugger ou bien savoir ce qu'on fait, ça vaut le coup quand même de savoir les choses, mais ça va quand même permettre de simplifier ce travail-là, et entre eux, et ça je vous invite à aller voir la playlist dédiée à créer une infra de A à Z, entre eux, ça on l'a fait, donc manager soi-même un Postgre en haute dispo avec les outils qui vont avec, ou le manager dans Kubernetes, ça n'a strictement rien à voir, on l'a vu par le détail. Et voilà, donc du coup, gros teasing, prochaine vidéo, concept et définition, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine vidéo et d'autres encore. Allez voir la page d'accueil de la chaîne Xavki, vous tapez dans YouTube Xavki, sur la page d'accueil, c'est le meilleur moyen d'entrée pour visualiser les plus de 1700 vidéos sur la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.